INA Podcast. Affaire Simone Weber, épisode 4. La diabolique et le shérif. Le dossier d'instruction du juge Gilbert Thiel ne cesse de s'épaissir. Celui que la presse surnomme parfois le shérif tente maintenant de faire la lumière non plus sur un, mais sur deux homicides présumés dont il soupçonne Simone Weber. Le meurtre de son ex-amant, Bernard Etier, en 1985, et celui de son dernier mari, Marcel Fixard, en 1980, par empoisonnement. Le juge a ordonné l'exhumation du corps de Marcel Fixard le 22 janvier 1986. Le 7 juin, les légistes donnent leur rapport. Après 5 ans dans la tombe, les restes du dernier mari de Simone sont bien trop putréfiés. Impossible de se prononcer sur un empoisonnement éventuel. Pendant ce temps, l'enquêteur Christian Jacques, comme ses collègues et le juge Thiel, commence à prendre cette affaire comme un défi personnel. Il ne rechigne pas à payer de sa personne, sur le terrain. Simone Weber aurait été vue dans le cimetière de Rosières-aux-Salines, juste avant la disparition de Bernard Etier. Elle aurait jeté des sacs poubelles dans l'ossuaire de la fosse commune. Avec le feu vert du juge Thiel, il va donc vérifier. Christian Jacques se souvient bien de la fouille de ces lieux. En 2018, il confie à Marion Bayot, journaliste de France 2, ce moment plutôt éprouvant. C'est vrai qu'on en garde un très mauvais souvenir, mais il fallait en passer par là. C'est une vision d'horreur, c'est comme dans un film d'épouvante. C'est des ossements entassés les uns sur les autres, des têtes, des fémurs, des mains. Donc il est évident qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour effectuer ces recherches. Ça m'a marqué. J'étais habitué à voir des cadavres, mais bon là, c'était passé un petit peu l'ambiance habituelle des faits divers qu'on côtoie habituellement, quoi. Cette tâche peu ragoûtante ne mène, une fois de plus, à rien. Comme l'a expliqué l'avocat de la défense, maître Robinet, au micro de Frédéric Chignac pour Lorraine Soir, le 16 mai 1986. Ce que la fouille macabre, il faut bien l'appeler ainsi, a permis de découvrir, c'est un magma putréfié, assez informe par conséquent et par définition, d'une partie d'un corps dont on ne sait même pas s'il s'agit d'un tronc humain, on ne connaît même pas le sexe, et on ne sait même pas d'ailleurs dans quelles conditions il s'est trouvé là. Quant à dire qu'il s'agisse effectivement d'un rebondissement de l'affaire, certainement pas, mais ce que je constate, c'est que la procédure est déjà très longue et que cette diversion, en quelque sorte, en tout cas cet incident de procédure, vient encore la retarder, ce que nous déplorons et ce dont se plaint ma cliente à juste titre. Gilbert Thiel et ses enquêteurs vont de frustration en frustration. 1 an plus tard, ils ne sont pas beaucoup plus avancés, ni sur le cas Marcel Fixard, ni sur celui de Bernard Etier. Le juge Thiel ne veut négliger aucune piste, et il devra parfois employer les grands moyens. À quelques kilomètres de Nancy, près de Fougues, le village natal de Simone, un témoin, Gilbert Deloge, a vu s'arrêter une Renault 9 blanche, identique à celle de l'inculpé. C'était devant le canal de l'Est, en juin 1985, au moment de la disparition de Bernard Etier. Le juge Thiel n'hésite pas. Le 9 juin 1987, il fait pomper et évacuer les 21 620 mètres cubes d'eau de ce bras de canal. Le reporter Didier Bouillot est sur la berge pour Antenne 2. Il observe avec stupéfaction cette énorme opération et la commente pour le journal télévisé. Passer au peigne fin un tunnel de 167 mètres de long et l'important dépôt de vase au fond du canal de l'Est, le juge Thiel ne recule décidément devant aucun moyen pour faire progresser l'instruction de l'affaire Etier.
Pendant 8 jours, les eaux ont été détournées et il a fallu 15 heures pour vider le bief numéro 13. Et toute la journée d'hier, 8 hommes ont fouillé méticuleusement la vase malgré les difficultés de la tâche. Pour un résultat qui va sans doute au-delà des espérances du magistrat, les inspecteurs de la police judiciaire ont en effet remonté 2 disques de meuleuse tronçonneuse. 2 disques de meuleuse sont exhumés de la vase. Mais non, les espérances du juge Thill, comme dit le journaliste, ne sont pas comblées. Car l'un des disques s'avère incompatible avec l'appareil loué par Simone, tandis que le trou de centrage de l'autre est abîmé, donc impossible à expertiser. Encore des indices non probants. L'instruction est longue, c'est vrai, car à défaut de preuves matérielles, le dossier repose beaucoup sur les entretiens d'instruction. Et comme le dit son avocat, Simone s'en plaint. Elle se plaint de l'acharnement des poulets, comme elle désigne avec dédain la police chargée de perquisitionner ses différents logements. Bien sûr, elle se plaint aussi de son juge, Gilbert Thill. Au moment de l'affaire Simone Weber, le juge Thill, natif de Metz, exerce à Nancy depuis 8 ans. Entre lui et Simone Weber, c'est un face-à-face qui va durer 54 mois. Une instruction fleuve. Une sorte de huis clos pendant lequel se crée un lien singulier. Les interrogatoires durent des heures. Longtemps après, le juge se souvient de Simone, sachant jouer le charme autant que l'outrage. Écoutons-le raconter ses entrevues au micro de Marion Bayot en avril 2018 sur France 2. Elle est contente de me voir, donc elle se prépare, elle se maquille. C'était une relation qui s'est inscrite dans la durée. Elle peut se faire mielleuse, elle peut se faire souriante. Il y a des moments un peu pénibles de la tension, lorsque vraiment elle dépassait les bornes. Moi, je montais dans les tours aussi. Ça montait en pic, mais la courbe de descente était aussi rapide. Donc c'était un exercice relativement éprouvant. Et au bout de 3 heures, 3 heures et demie d'interrogatoire, elle était sans doute fatiguée, mais je l'étais passablement aussi. Quand elle est en colère, elle l'accable de tous les noms d'oiseaux. En revanche, si elle est de bonne humeur, elle l'appelle « mon poussin ». Le poussin en question déploie des trésors de patience pour mener les interrogatoires face à une Simone capricieuse et versatile. Le juge continue en expliquant qu'elle s'arrange pour esquiver la moindre question gênante. Elle donnait l'apparence de quelqu'un qui suffoquait. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Oh, monsieur le juge, bon. Et puis, c'est jouer une forme de comédie avec des talents d'actrice incontestables. Mais comme je ne suis pas là non plus pour décerner des Césars, je me contente de faire mon boulot, moi. Le médecin vient me dire, elle n'a rien. J'ai pris sa tension, je truc. Je ne sais plus si elle me dit après ça va mieux. Je dis non, on arrête là. Allez, vous reposez. Et hop, elle retourne à la prison. Mais bon, ça semblait pour le moins éminemment suspect. Simone Weber défend sa peau, après tout. C'est suspect, mais c'est humain. Et Gilbert Thill le sait bien. Le juge est probablement la personne au monde qui connaît le mieux Simone Weber. Il sait qu'elle a perdu 2 enfants dans des circonstances tragiques, autant qu'obscures. Le 2 décembre 1968, sa fille de 16 ans, Catherine, se serait suicidée en ingérant du sirop Terralène, probablement prélevé dans l'armoire à pharmacie de Simone. Le 8 octobre 1977, c'est son fils, Philippe, qui se suicide par arme à feu. Ces 2 morts ont laissé un grand vide dans l'existence de Simone Weber. Pendant son incarcération préventive, elle profite des entrevues avec le juge pour lui demander de se recueillir sur la tombe de ses enfants. Gilbert Thill ne dit pas non. Mais à l'époque, il le cache pour des raisons évidentes, comme il le raconte toujours à Marion Bayot en 2018. Elle m'a demandé un jour si je pourrais la faire amener par les services de police sur la tombe de ses enfants. Alors, dans un premier temps, je suis tenté de dire non. Puis elle insiste. Alors je lui dis à une condition, c'est que vous n'en souffliez pas mot à vos avocats. Je lui dis
Parce qu'un jour ou l'autre, on va voir un ou deux photographes qui vont sortir derrière une pierre tombale, prendre des photos du juge et de son inculpé au cimetière, et ça fera les choux gras des journaux, et ça se vendra cher. Gilbert Thiel et Simone Weber vont ainsi 3 ou 4 fois au cimetière ensemble. Seuls les policiers qui escortent Simone chez un fleuriste puis au cimetière sont au courant. Un jour, comme le rapporte un journaliste de l'Est républicain en juillet 2025, le juge et Simone vont sur la tombe de son beau-frère. Gilbert Thiel regarde la stèle et lui fait remarquer qu'il est mort assez jeune lui aussi. Elle sourit et le tire par la manche. « Monsieur le juge, est-ce que vous êtes taquin aujourd'hui ?» Pendant ce temps, dehors, la vie judiciaire continue de s'écouler, impitoyable et très bruyante. L'ambiance devient encore plus électrique pendant l'été 1987. Un nouvel acteur entre en scène, le sulfureux avocat Jacques Vergès. Il a été l'avocat du terroriste libanais Georges Ibrahim Abdallah en 1986, puis du criminel nazi Klaus Barbie en 1987. Avec son gros cigare et son air matois, Vergès prend en charge la défense de Simone Weber. Les 3 autres avocats, qui sont déjà là, Maître Robinet, Baird et Garot, sont vite supplantés par le nouveau venu. La presse, qui connaît le tempérament hors norme de Vergès et celui de Simone, se délecte de ce duo détonnant. C'est à cette période que les médias la surnomment la diabolique de Nancy. L'odeur de soufre grandit le 7 novembre 1987 quand Vergès décide de procéder à une reconstitution sauvage, c'est-à-dire en l'absence d'autorisation du juge Thiel, de la découpe du corps du disparu, auquel se serait livrée Simone. Un poulet mort dans la main et une meuleuse dans l'autre, Vergès arrive devant le logis de Simone, rue de Strasbourg. Sur place, le 9 novembre 1987, le journaliste de Lorraine Soir, Didier Bouillot, interroge Vergès, puis Thiel. Tous deux sont prêts à en découdre. Pas de reconstitution pirate dans l'affaire Weber. Les avocats de la défense ont trouvé porte close. Dès ce matin, plusieurs scellés interdisaient l'accès de l'appartement nancéen des sœurs Weber. Pas de grande opération médiatique donc, mais une nouvelle attaque de Maître Vergès à l'encontre de l'instruction et de l'homme qui la dirige. Un homme qui a prouvé aujourd'hui qu'il entendait rester maître de son enquête. En arrivant cet après-midi avenue de Strasbourg, accompagné d'un huissier, Maître Vergès et Baird savaient qu'ils ne pourraient mener à bien leur expérience. Pourtant, ils apportaient une poule, des os et une meule à béton rigoureusement identique à celle que Simone Weber avait louée quelque temps avant la disparition de Bernard Etier. Ils voulaient démontrer qu'elle n'aurait pu s'en servir pour découper le corps sans que ses voisins l'entendent et sans occasionner de dégâts dans l'appartement. Ils ont trouvé porte close. Dès l'annonce de leur intention vendredi, le juge d'instruction a ordonné la pose de scellés sur l'appartement. Il s'agit là donc d'un refus de la part du juge de voir éclairer le fondement de l'accusation, puisque c'est ici, d'après la chambre d'accusation, que M. Bernard Etier aurait été assassiné le 22 juin 1985 à 6 heures du soir. Nous voulions démontrer que cela n'était pas possible. On nous interdit de le faire. Nous considérons que c'est une deuxième violation des droits de la défense et encore plus que c'est un attentat aux libertés. De fait, les avocats de Simone Weber s'attendaient à cette réaction du juge Thiel. Ils entendaient par cette expérience court-circuiter son instruction devant la chambre d'accusation. La pose des scellés leur permet cette fois d'attaquer directement le magistrat en portant plainte contre lui pour atteinte aux libertés individuelles. Il existe un article du Code pénal, l'article 114, qui dit que lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque chose arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. Donc nous avons là l'article 114 du Code pénal que nous comptons invoquer pour déposer une plainte contre le juge pour ce qui s'est passé cet après-midi, pour attentat aux libertés. Le juge Thiel reste quant à lui serein face à ce qu'il appelle un show médiatique, mais il réagit quand même en rappelant que son instruction a déjà été contrôlée et à son avantage par la Cour de cassation. À 5 reprises,
les décisions de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy ont été soumises à la censure de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Je constate que malgré ces 5 pourvois en cassation, les décisions de la juridiction du deuxième degré ont été confirmées. En ce qui concerne le fond de l'affaire, je n'ai pas de déclaration à faire. L'instruction n'est pas finie et le juge Thiel a encore du pain sur la planche. Ou plutôt de l'équarrissage à expérimenter. Car le dossier doit être bouclé en vue du procès. Et il faut présenter une hypothèse plausible sur la disparition de Bernard Etier. Dans le prochain épisode, nous verrons les experts enfiler leur tablier de boucher et discuter barbac autant que procédure. Pendant que Simone Weber, diabolique diva du crime, continue plus que jamais ses manigances en cellule.